Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, guerre au Moyen-Orient, l'attaque iranienne contre la base militaire américaine fait basculer la guerre dans une nouvelle dimension. Selon les États-Unis, il n'y a pas de victimes. Doha se réserve le droit de répondre à l'attaque. Une cinquantaine de Sénégalais vivant en Iran ont été rapatriés vers la Turquie selon la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Grève de 72 heures des travailleurs de la justice, le service public fortement perturbé encore ce lundi. Quelles sont les conséquences sur les dossiers en cours? Élément de réponse dans cette édition. Et puis le Sénégal poursuit son aventure spatiale après le lancement du satellite Gaïndé 1, place à l'installation des premières balises au sol destinées à capter et exploiter les données envoyées depuis l'orbite. On vous explique tout. Et puis 50 ans de la CEDEAO, l'institution face au défi de la reconstitution des ensembles. C'est notre débat de ce soir. Dans Soir d'Info, la suite, nous recevrons Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, et Gilles Yabi du think tank Wati. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, la guerre au Moyen-Orient, l'attaque iranienne contre la base militaire américaine fait basculer ce conflit dans une nouvelle dimension. Doha se réserve le droit de répondre à l'attaque qui n'a pas fait de victimes selon les autorités américaines. Un peu plus tôt, les monarchies du Golfe ont appelé en chœur à la désescalade. Le Sénégal, pour sa part, a pris toutes les dispositions pour secourir les Sénégalais bloqués dans cette partie du pays. Selon la chef de la diplomatie sénégalaise, une cinquantaine de Sénégalais vivant en Iran ont été rapatriés déjà vers la Turquie. Beaucoup craignent désormais les contre-coups économiques de cette guerre, particulièrement dans le secteur des hydrocarbures. Pourquoi le pire est à craindre? Élément de réponse d'Issa Préra. Après les frappes américaines, tous les yeux sont fixés sur Téhéran en attendant sa riposte. Une contre-attaque qui pourrait commencer par la fermeture du détroit d'Ormuz où 20% de la demande mondiale en pétrole et en gaz transite. Une situation qui pourrait impacter fortement sur l'économie mondiale en général et celui de l'Afrique en particulier. Parce que les effets indirects de cette crise les touchent déjà, avec la hausse du prix du pétrole, la pression sur les chaînes d'approvisionnement, l'affaiblissement des institutions internationales. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Afrique aujourd'hui a une voix qui compte dans les enceintes multilatérales, dans les appels à la paix, dans les principes de non-alignement et de respect du droit. Les positions africaines peuvent peser si elles sont claires et cohérentes. Et dans ce contexte troublé, il y a une attente forte vis-à-vis des pays du Sud global, non pas pour prendre parti dans des jeux d'influence, mais pour rappeler ce qui compte vraiment, la paix, la justice, la souveraineté et la stabilité. Au-delà de l'instabilité des marchés, le plus grand risque est la hausse du prix du pétrole et du gaz. L'économie, c'est la transformation énergétique. Mais le plus grand problème sera quoi? Le baril du pétrole. Il va passer entre 150 et 200 dollars. Ce qui va faire un grand problème dans le monde, puisque nous, pays africains, nous n'avons pas de pétrole, nous dépendons de ce pétrole-là pour notre économie. Donc, il y aura une inflation que les gens ne pourront pas maîtriser. Donc, c'est mettre le monde dans le chaos. Le jour où ce détroit sera fermé, puisque si le baril du pétrole flambe, mais les prix vont flamber. Et les économies africaines auront des problèmes. Situé au large du port iranien de Bandar Abbas et large d'environ 50 km, le détroit d'Ormuz est considéré comme la voie maritime la plus importante au monde. Chaque jour, 17 à 19 millions de barils de pétrole y transitent par ce détroit.
Sur initiative de la FAO, une rencontre de 5 jours, une rencontre de formation, une session de formation, pour les journalistes organisée dans la capitale. À cet effet, une visite de terrain a été effectuée dans les gargotes situées à la gare de Thiès. La rencontre de formation est faite sur la sécurité sanitaire des aliments et vous allez le voir, l'hygiène n'est pas toujours au rendez-vous dans ces gargotes visitées. Reportage Fatoumi Toukonté. Nous sommes à la gare routière de Thiès, plus précisément dans les endroits où se trouvent les gargotes. Ici, la négligence sanitaire est inquiétante. Derrière ces saveurs, l'hygiène laisse à désirer. L'environnement du travail. Pourquoi? Parce que c'est un milieu qui est un peu restreint. Donc il n'y a qu'une seule pièce. Alors que la dame effectue la cuisson et la vente sur place. En même temps, les clients aussi mangent sur place. Donc on a une seule pièce qui peut jouer le rôle de toutes ces activités. Donc ça montre nettement qu'il y a un problème d'espace par rapport surtout à la gestion de la sécurité du client. Dans cet espace communément appelé Tangana, dans le jargon populaire, la saleté jonche le sol. En plus de l'étroitesse des lieux, le balayage de l'endroit fait défaut. On a trouvé une insalubrité quand même qui démontre qu'il n'est pas du tout. Nous ne sommes pas satisfaits par rapport maintenant au constat. Les propriétaires des lieux, absents des lieux au moment de la visite, risquent une amende assez conséquente, voire même la prison. Parce que si c'est un problème lié à la mauvaise gestion des eaux usées, là ça peut même aller jusqu'à 200 000 francs d'amende forfaitaire, voire même 2 à 2 ans de prison selon la réglementation, parce que l'article L17 voudrait quand même que toute personne qui produit des déchets, si tous les déchets liquides, doit systématiquement mettre un dispositif de gestion de ces déchets, conforme à la réglementation en vigueur. Des problèmes environnementaux sont notés dans ces espaces, révèle le docteur Mamoudou Ndiaye, qui note que des défis liés à la sécurité alimentaire des aliments exigent des réponses coordonnées et multisectorielles. Nous avons visité les installations qui sont destinées à recevoir du public pour manger, donc c'est à la fois des cuisines et des restaurants. Nous avons également vu, au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui était incompatible avec cette activité-là. Dans le cas qui est derrière nous, il y a une dame qui a une cuisine et un réfectoire en même temps, parce que c'est les deux fonctions que ces ateliers-là jouent, mais à côté d'un coiffeur. Vous conviendrez avec nous que c'est deux activités qu'il conviendrait de séparer plutôt que de mettre ensemble. Donc améliorer cette alimentation de riz-là suppose faire un diagnostic. Ça a été fait. Le diagnostic est ressorti que nous avons besoin de coordination. Il y a plusieurs autorités compétentes. Quand je dis autorités compétentes, c'est les autorités qui ont une responsabilité de contrôler et d'inspecter. On en a plusieurs. Il y en a qui conviendraient avec nous également qu'un aliment, ce n'est pas que la viande, ce n'est pas que le poisson, c'est un ensemble que j'ai au niveau de l'assiette. Pour qu'on me dise que c'est bon, il faut que les autorités qui sont chargées individuellement de ces différents éléments-là puissent se parler. C'est le premier aspect. Selon la FAO, 37 000 personnes meurent chaque année dans le monde à cause d'aliments contaminés, dont 91 millions de personnes tombent malades annuellement pour les mêmes raisons. Notre grand titre de cette édition, c'est la grève de 72 heures décrétée par des travailleurs de la justice. Le service fortement perturbé ce lundi. Quelles sont les conséquences sur les dossiers en cours? Élément de réponse, Alassane Ba, Jafaraba. De grève qui plonge le système judiciaire dans une incertitude grandissante. Ce lundi 23 juin, les sudgistes et l'UNTJ ont lancé un mouvement de grève de 72 heures. Un mouvement, même limité dans le temps, promet des impacts énormes selon l'Union des magistrats du Sénégal. Il est vrai que la loi permet de recourir au greffier ad hoc, et on le fait pour certaines affaires. Mais la réalité pratique, c'est que même dans ces cas, il se peut, suivant la nature des affaires, qu'on se heurte à des problèmes d'exécution, de délivrance, d'expédition des jugements. Donc le service public de la justice est considérablement ralenti, quels que soient par ailleurs les efforts consentis pour recourir au greffier ad hoc. C'est donc tout un système qui est impacté avec ce mouvement de grève, mais surtout pour des milliers de justiciables. Il y a des dossiers dont l'exécution est impossible ou dont les jugements ne sont pas disponibles, et vous savez parfaitement qu'une décision de justice n'est efficace que quand elle peut être exécutée. Or, les greffiers qui ne prennent pas les audiences, en général, ne délivrent pas les jugements ou bien ne délivrent pas les actes d'exécution.
Les appels également peuvent être impactés. Tout le système judiciaire peut être impacté du fait de ces mouvements. Cette grève a donc des répercussions directes et profondes sur le travail des juges. Les greffiers forment un pilier administratif et procédural du système judiciaire. Leur absence peut rendre le travail des juges inefficace. Il faut dire que dans la rigueur, on ne peut mener correctement de bout en bout la procédure judiciaire que lorsque les greffiers exercent leur action. Parce que quoi qu'on dise, ils deviennent, comme je l'ai indiqué, une pièce maîtresse. Voilà. Maintenant, la loi nous permet de recourir à des alternatives. On y fait recours, mais n'empêche, il y a des retards ou des blocages qui peuvent intervenir même lorsque le mouvement prend fin. Mohamedou Ndiaïsar souhaite que cette situation connaisse une issue heureuse pour que les justiciables puissent disposer d'une justice qui fonctionne de manière régulière et permanente. Merci Alassane. Parlons environnement. Le ministre en charge du département a lancé à Fissel le programme de reverdissement des écoles du Sénégal. Sur 10 ans, plus de 6 millions de plants devront être plantés dans 675 écoles pour un coût global de plus de 16 milliards de francs CFA. Voyons tout cela avec Ndemati Dieng. Le reverdissement des écoles du Sénégal sur 10 ans va coûter plus de 16 milliards de francs CFA. Il s'agit de la reforestation du pays en passant par les plus jeunes. 5 communes, voire 6 communes dans le département ont été choisies. Il s'agit de la commune de Fissel, Tchadiaï, Sesen, Sandjara, Ndiaganiao et la commune de Dias. Il s'agit de reverdir, comme je l'ai dit, 22 établissements du département de Dumbour, participer également à la formation, la sensibilisation, mais le renforcement de capacité des acteurs impliqués, les élus locaux, les organisations communautaires de base, les élèves et les enseignants. Pour le département d'Umbour, la cérémonie de lancement s'est tenue à Fissel, une commune où la végétation est très faible. Le maire compte déployer les moyens nécessaires pour une bonne mise en œuvre du PROVES. Dès à présent, Inch'Allah, durant la session prochaine du conseil municipal, nous allons délibérer sur 2 hectares qui seront réservés à une pépinière communale pour que cette pépinière-là puisse aussi servir de grenier aux autres écoles qui ne sont pas touchées par ce projet-là. 200 000 élèves et 13 500 enseignants sont ciblés. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbour 2 dit s'en réjouir. Nous avons vu que beaucoup de contraintes rencontrées par les écoles avec les projets antérieurs ont été intégrées dans ce projet-là, notamment la prise en charge de l'eau, avec les forages. Nos leçons sont trop théoriques. Donc on a besoin vraiment d'être capacité sur les nouvelles thématiques, mais également sur les aspects pratiques. Le PROVES vise à terme 6 750 000 plants dans les 14 régions du Sénégal. Merci Ndemati. Le Sénégal poursuit son aventure spéciale après le lancement du satellite Gaïndé 1. Place à l'installation des premières balises au sol destinées, vous le savez, à capter et à exploiter les données envoyées depuis l'orbite. Explication Abdou Diouf Diagne. Après le lancement réussi de Gaïndé-Sat 1, le tout premier satellite sénégalais, Sensat, passe à l'étape suivante. Les ingénieurs finalisent l'installation des balises de réception au sol. L'objectif est de capter les données transmises et les exploiter localement. On a bien fait le satellite, mais après les ingénieurs sont encore partis au laboratoire pour continuer la suite. La deuxième phase, c'était quoi? C'est la fabrication des balises. Donc nous avons fabriqué les balises. Les balises, en fait, c'est les éléments qui vont interfacer avec les capteurs qui mesurent les informations pour pouvoir rapatrier les données. Ces balises aujourd'hui sont fabriquées, on a l'ensemble des briques, nous sommes en train de les intégrer, vous avez vu tout à l'heure au laboratoire, les jeunes sont en train de les intégrer. Et donc il y a une balise aérienne qui est déjà prête, qu'on va installer donc, dans les jours à venir, donc ici à Diamniadio, à l'université de Diamniadio, pour commencer à tester le rapatriement. Des avancées saluées par le président du conseil de l'agence spatiale africaine en visite au Sénégal dans le cadre du forum 48 heures Sénégal et spatial pour l'avenir organisé par l'association des professionnels de la géomatique. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de visiter les jeunes ingénieurs passionnés. Et ça, une quinzaine déjà de formés dans les premières années annoncent de bonnes couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal est sur le bon chemin. Nous devons
former la masse critique. Le capital humain est critique et très important. Sans les hommes, il n'y a rien. C'est sur ça qu'il faut commencer. Je dirais aussi que nous apprécions à sa juste valeur l'effort qui est mené par tout l'écosystème sénégalais. Parce que l'espace, de par sa nature, ne peut pas être abordé par une seule institution. Diamniadio devient ainsi l'un des nouveaux centres névralgiques de la technologie spatiale en Afrique de l'Ouest. Une dynamique qui place le Sénégal au rang des pays africains en quête de souveraineté dans ce domaine. Et puis ce triste anniversaire, le crash d'un avion militaire en Arabie Saoudite en 1991. 93 Jambar avaient péri dans cet accident. Nos équipes ont rencontré les familles des victimes qui pleurent toujours leurs proches disparus dans cet accident tragique. Reportage Abdoulaye Diop. Le Sénégal n'est pas reconnaissant envers ces Jambar. On doit se souvenir des soldats sénégalais qui ont perdu la vie en Arabie Saoudite. 34 ans après, Koilibout pleure toujours son mari, Ousseynou Diop, un soldat sénégalais qui a participé à la guerre du Golfe en 1991. Après la mission militaire, les soldats sénégalais avaient été invités par les Saoudiens à effectuer une Umrah. Mais au retour, un drame est survenu, un crash d'avion tragique. 93 Djambars ont perdu la vie ce jour-là. Seuls 3 survivants ont été retrouvés. Hassan, son frère jumeau, Son frère jumeau, Hassan m'a dit, c'est quoi? Je lui ai répondu, il paraît qu'il y a eu un crash d'avion en Arabie Saoudite. J'ai crié, ils sont venus pour me consoler. C'était le 5e jour du mois de Ramadan. Ils ont commencé à lire la liste des victimes juste avant la rupture du jeûne. Quand ils ont cité Ousseynou Diop, tout le monde a commencé à pleurer. Pendant ce temps, moi, je me suis évanouie. Les familles des victimes affirment n'avoir reçu qu'une somme d'1,42 000 francs CFA en guise de compensation, une somme dérisoire, selon Keilumboj. Ils avaient donné 1 million de francs CFA pour tout le contingent et les victimes ont reçu 42 000 francs de plus. Mais que signifie cette modeste somme alors qu'il était question de 101 millions par famille? Nous avons le dossier et au final, on nous a donné seulement 1,42 000 francs. Aujourd'hui, elle raconte percevoir une pension modeste insuffisante pour subvenir aux besoins des familles laissées derrière. Tout le monde sait ce que signifie une pension au Sénégal. Les orphelins sont devenus des adultes, mais la pension reste insuffisante avec la vie chère aujourd'hui. Mais on fait avec. Elle déplore également le manque d'intérêt des différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays. Les différents régimes les ont oubliés. Le Sénégal les a oubliés. On n'a jamais vu les autorités commémorer cette date. Et pourtant, on le fait pour des Blancs qui ne sont même pas sénégalais. Malgré tout, les familles portent leur douleur avec dignité. Chaque année, elles se réunissent pour commémorer la tragédie du 21 mars, une date à jamais gravée dans leur mémoire collective. Et puis, reportage à Kermakamor Khari Djakhate dans la commune de Niakhate, un village historique qui souffre d'un déficit infrastructurel. C'est un reportage de Cheikh Anta Diop. Makamor Khari Djakhate, un village situé à 5 km de Niakhate, les populations vivent des moments difficiles. Elles ont exprimé un certain nombre de préoccupations relatives à l'accès à l'eau, mais également au désenclavement. Avec l'appui des chefs religieux, nous parvenons à régler beaucoup de problèmes. Mais notre difficulté, c'est la route Tilmach-Ngaïmere et l'axe Mak-Beitisek.
Nous n'aurons pas de poste de santé. Les femmes enceintes sont évacuées à bord de charrettes jusqu'à Ndémen. Selon le maire de Niakhène, cette situation a fini de plomber les activités agricoles des populations. On avait démarré les travaux du tronçon Niakhène-Mak avec Ferra, mais depuis quelque temps, les travaux sont à l'arrêt. Le sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène s'engage à remonter toutes ces informations. La préoccupation sera remontée au niveau supérieur pour voir ce qui pourra être fait parce que, comme on le dit, c'est une cité qui a beaucoup d'importance par rapport à la communauté mouride. On va y travailler. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre pour la construction de la grande mosquée de Mak Mor Kheri Diakhaté, en présence de beaucoup de chefs religieux de la communauté mouride. C'est cher. Et puis un mot de sport, la Fédération sénégalaise de basketball a réalisé son plan de préparation, a réajusté son plan de préparation pour l'Afrobasket 2025. Après l'annulation du stage prévu aux États-Unis, les Lions se regroupent donc désormais au Sénégal avec un programme intensifié entre Dakar, Saly et Diamniadio avant de rejoindre Abidjan pour 2 matchs amicaux. À un an des JOJ 2026, le comité d'organisation, le COJOJ, mobilise 1200 élèves pour célébrer la journée olympique, une initiative symbolique. La journée olympique donc célébrée aujourd'hui, une initiative symbolique qui met en lumière l'engagement du Sénégal pour les valeurs de l'olympisme et prépare la jeunesse à vivre ce grand moment de sport. Vous suivrez Ibrahim Wad dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec Alioune Tine, fondateur d'Africa Jom Center, et Gilles Yabi du think tank Wati. À tout de suite.